Notre invité ce matin, nous sommes en compagnie d'Yves Bertoncini. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne de radio. Bonjour. Vous êtes le président du Mouvement Européen France. Vous êtes de passage aujourd'hui à Nantes à l'occasion d'une conférence qui va porter sur quel avenir pour l'Europe. C'est un débat démocratique. Quel avenir pour l'Europe aujourd'hui, Yves Bertoncini? On a l'impression que l'Europe elle fait face à pas mal de petits soubresauts. Si on devait en lister quelques-uns, on pourrait parler du Brexit, la Catalogne, l'antipopulisme, l'Allemagne qui politiquement s'affaiblit un petit peu, un contexte géopolitique pas facile. Est-ce qu'aujourd'hui, Yves Bertoncini, vous êtes confiant dans l'avenir de l'Europe ? Oui, je suis confiant dans l'avenir de l'Europe, à condition bien sûr que ses États membres soient en état de porter un projet européen. Il faut un gouvernement en Allemagne, naturellement, un pouvoir aussi stable que possible en Italie, une Espagne qui, avec les élections du 21 décembre, nous dira si oui ou non la Catalogne reste en son sein. Mais je suis confiant parce que le contexte géopolitique que vous avez évoqué est assez porteur. Bien sûr, le monde est menaçant. Notre voisinage est instable. Vladimir Poutine est un danger. En Libye, en Syrie, en Irak, c'est le chaos. Il y a des attentats terroristes qui nous assaillent. Et puis notre grand protecteur traditionnel, Donald Trump, n'est plus fiable. Et parfois, il est même moins que fiable. Il est inquiétant. Et donc, on arrive quand même à un contexte géopolitique dans lequel, comme l'a dit la chancelière Angela Merkel, les Européens ont plus que jamais des raisons de prendre leur propre destin en main, et notamment sur les sujets de sécurité collective. Alors, je ne suis pas d'un optimisme invétéré. Il y a évidemment des signaux d'inquiétude, il y a des risques de fragmentation au sein de l'Union européenne, il y a des crises de copropriétaires sur tous les sujets, l'euro, les réfugiés, l'état de droit, bientôt sur le budget. Mais si les Européens veulent se donner un peu la peine de regarder par les fenêtres, et qu'ils regardent le monde, ils voient un monde plein d'opportunités, mais aussi lourdes menaces face auxquelles l'union fait la force. Alors justement, vous le disiez, dans tout ce spectre, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. L'Europe a présenté par exemple un front uni vis-à-vis des Britanniques dans le cadre du Brexit. Il n'y a pas eu spécialement de distance entre les différents États membres. Tout le monde a serré les rangs. Est-ce que pour vous c'était quelque chose qui était prévisible, ce front commun qui a été fait par les 27 face au Royaume-Uni ? Non, et il faut le souligner, et il faut s'en féliciter. Je pense que les Britanniques comptaient sur les divisions continentales, et ils en ont été pour leurs frais, si je puis dire, y compris pour la facture qu'ils vont devoir, et c'est normal, honorer, ils l'acceptent. Il y a eu une unité qui a été affirmée dès après le vote populaire britannique au sommet de Bratislava, et puis depuis, toute une série de proclamations unitaires à Rome. Il y aura sans doute la commémoration des 70 ans du congrès de La Haye au printemps prochain, et puis ce qu'on appelle la grande conférence de Sibiu en Roumanie, que Jean-Claude Juncker a annoncé, justement pour dire que même après que le Brexit soit devenu une réalité au printemps 2019, eh bien, il faudra à nouveau mettre l'accent sur l'unité à 27 parce que les Européens ont un destin commun. Je crois que ce qui a aidé, et j'y reviens, c'est quand même le contexte géopolitique qui a changé. Avec tout le respect qu'on doit à nos amis britanniques, ce n'est pas eux qui déterminent le gouvernail des Européens. Et c'est vrai que l'élection de Trump a agi comme un électrochoc, et je dirais malheureusement tout ce qu'il fait depuis lors, en montrant qu'il est un agent de désordre, de déstabilisation, c'est toujours notre allié bien sûr, mais enfin quand même quelqu'un qui d'ailleurs ne favorise pas spécifiquement l'unité européenne. Tout ça dans un contexte d'inquiétude, d'où peut sortir quelque chose de négatif, bien sûr. Mais ce qu'on voit en tout cas au niveau des chefs d'État et de gouvernement, c'est plutôt qu'ils resserrent les rangs. Alors, vous le disiez, les Britanniques ne sont pas le gouvernail. Néanmoins, est-ce que justement toute cette affaire du Brexit ne nous a pas occupé l'esprit à autre chose ? Est-ce que durant ce temps-là, politiquement parlant, on n'en a pas parfois un petit peu oublié d'avancer ? Ben, je trouve que ça, c'est pas visible dans la mesure où Michel Barnier a été désigné pour s'occuper de ce sale boulot, parce que c'est pas marrant de gérer un divorce, et puis maintenant il va même falloir passer à la définition du futur Pax entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça va d'ailleurs être beaucoup plus difficile que de régler les conditions du divorce. Mais quelqu'un comme Jean-Claude Juncker, par exemple, y compris dans son récent discours sur l'état de l'Union, n'a parlé du Brexit que 3 minutes. Parce qu'en gros, il a redit, et je crois que c'est l'état d'esprit de beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, qu'avec tout le respect qu'on doit à nos amis britanniques,
on a d'autres chats à fouetter, d'autres défis à affronter. Et donc l'Europe a quand même continué à avancer. Il y a eu des accords face au changement climatique, il y a des avancées en matière de contrôle de nos frontières extérieures, il y a des initiatives qui sont lancées. Dans un contexte maintenant d'autant plus instable, je ne crois pas que pour l'instant, on ait gaspillé trop de temps de cerveau disponible pour le Brexit, non. Il y a quelques semaines, le président que vous êtes du Mouvement Européen France, le Mouvement Européen France tenait ses universités d'automne à La Rochelle. Alors là, jusque-là, on a beaucoup parlé de politique européenne, mais bon, l'Europe, ce n'est pas juste que de la politique, ça vit aussi sur nos territoires. Qu'est-ce qui ressort quand on fait se rencontrer des gens de la société civile, des politiques, des aficionados de l'Europe, mais pas que, quand on les met tous ensemble, qu'est-ce qui ressort de ces temps d'échange ? Alors, deux choses dans le contexte particulier de cette année. D'abord, la satisfaction de voir, ce n'est pas si vieux, que les Français ont réaffirmé en défaisant Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle qu'ils n'étaient pas europhobes, qu'ils ne voulaient pas partir, justement, que le Brexit, ça resterait une exception, y compris vue de France. Et donc, la réaffirmation de l'ancrage de la France au sein de l'Union européenne, que d'ailleurs même Marine Le Pen finit par envisager, puisque notamment sur la sortie de l'euro, elle est beaucoup plus floue et incertaine que jadis. Bon, ça c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est précisément, concentrons-nous sur l'essentiel. Nous faisons partie de l'Union européenne, mais il y a beaucoup de débats à conduire avec une très grande volonté de participation des citoyens, qu'ils soient initiés ou non. Ils veulent avoir leur mot à dire. Et donc une volonté de transparence, par exemple, de ce qui se passe dans les institutions européennes, une volonté de participation lors de conventions, alors soit des conventions démocratiques telles qu'elles sont lancées par les autorités nationales, soit des conventions citoyennes et plus largement de débats citoyens, comme il peut y en avoir sur cette antenne, comme le mouvement européen en organise si souvent, partout sur le territoire. Voilà. Incarner l'Europe sur le terrain avec des débats pluralistes, loin de Bruxelles, même si évidemment il faut que Bruxelles existe et fasse son travail, ça c'est vraiment quelque chose qui a émergé très fort de nos débats de La Rochelle. Certains universitaires disent souvent que bien, la culture du compromis qu'on peut avoir dans la politique européenne, elle peut nuire au débat dans la société civile parce que les gens ne se sentent pas pris à partie de certains dossiers, que c'est plus mou, difficilement tangible. Est-ce que vous partagez ce regard ? C'est vrai, notamment en France, la culture du compromis est beaucoup plus ancrée dans des systèmes fondés par exemple sur un scrutin proportionnel, comme en Allemagne, avec des gouvernements de coalition, et donc des systèmes politiques beaucoup plus pluralistes que le nôtre. On a quand même un système politique où le vainqueur prend tout, et on l'a encore vu récemment. Emmanuel Macron a été élu, et puis presque mécaniquement, son parti a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc tout ça est évidemment parfaitement légitime, mais au quotidien, du coup, beaucoup de gens peuvent se sentir exclus de la prise de décision. Et c'est vrai qu'au niveau européen, quand vous êtes en France dans un système qui est quand même très autoritaire, pour ne pas dire monarchique, en tout cas, qui permet moins au pluralisme de s'exprimer, ou alors dans la rue. Mais en tout cas, de comprendre que son avis va être pris en compte dans les décisions formelles des autorités, eh bien, ça fait contraste avec Bruxelles. Parce que Bruxelles, puisqu'il réunit, l'Union européenne réunit 28 États membres, Bruxelles, je devrais dire aussi Strasbourg, où le Parlement européen a son siège, est fondé, tout ça est fondé absolument sur la culture du compromis et même parfois du consensus au Conseil européen. On ne veut humilier personne, même quand on peut décider à la majorité qualifiée. Au maximum, on essaye de prendre le temps nécessaire. Donc oui, il y a forcément une frustration qui naît dans une culture politique comme celle de la France, où on aurait plutôt envie que quand on est au pouvoir, tout suit. Pour terminer, 2017 touche maintenant à son terme. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2018 ? Est-ce que vous avez, vous, dans votre valise, des petits vœux pour l'Union européenne qui pourraient éventuellement se réaliser dans cette année à venir ? Écoutez, je pourrais vous dire, des grands débats citoyens, participatifs, européanisés, les conventions notamment, pour bien préparer les élections européennes du printemps 2019, mais je crois que je vais retenir autre chose. Moi, mon vœu, c'est que les Européens regardent le monde davantage. On sort de 10 ans, 12 ans de crise endogène, interne. Bien sûr que nous sommes unis dans la diversité, donc nous sommes divers. Et donc on peut se quereller sur tous les sujets, le sujet constitutionnel, le sujet budgétaire, le sujet euro, le sujet réfugié. Mais si on se donne un peu la peine de regarder le monde, non seulement on peut voir
que face à beaucoup de défis, l'Union fait la force. Bon exemple dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, mais même mieux, on peut voir qu'il y a une forme d'identité européenne, que être européen, ce n'est pas être américain, que ce n'est pas être chinois, et que cette identité d'européen que nous partageons, après le Brexit, elle va représenter 5% des habitants de cette terre. Et que donc on a des raisons d'abord de l'exalter, d'en être fier, et puis évidemment de la promouvoir. Donc regardons par les fenêtres si nous pouvons au maximum tout au long de l'année 2018, ça serait mon vœu. Merci beaucoup Hubert Sanchini de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à vous. Je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes le président du Mouvement Européen France. À très bientôt.